Globalement, si je résume, c'est que bien les géants de l'IA disposent déjà de modèles économiques solides et de perspectives de rentabilité crédibles, finalement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la différence de peut-être de la bulle internet, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a déjà, enfin, on voit bien qu'il y a a des applications, elle génère des revenus, et c'est pour ça qu'en fait, on a de forts multiples sur ces entreprises. Maintenant, il est certain que peut-être que certains modèles finalement seront décevants dans lorsqu'ils vont délivrer leur futur, leur business model, les revenus liés à ce business model. Mais néanmoins, il y a un potentiel qui est effectivement gigantesque et qu'on voit déjà. Nous sommes de retour en direct dans votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et pour continuer à décrypter, analyser, comprendre, éclairer, eh bien, il est l'heure d'ouvrir notre page économie avec notre invité, mon invité, Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Antoine. Merci Nathalie d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content de vous retrouver Nathalie. Vous êtes spécialiste des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et de crypto-monnaie. Vous êtes professeur associé chez Neoma Business School avec nous pour continuer à éclairer, comprendre, analyser le monde dans lequel on évolue. L'actualité en ce moment, c'est les actions de la tech, les actions liées à l'IA qui rebondissent actuellement sur les marchés. Est-ce que selon vous, c'est un signe de retour durable des valeurs technologiques ou bien juste un répit avant que la bulle et les tensions géopolitiques ne réapparaissent? Je pense que pour ce qui est de la tech, de toute façon, c'est toujours très compliqué. On l'a déjà appris au début des années 2000, effectivement, de prévoir exactement ce que vont donner les différentes entreprises qui sont actuellement en train de développer donc des innovations de rupture avec l'IA. Il est certain que on a quand même aujourd'hui on a des gains qui sont assez fabuleux en termes de productivité lorsque l'IA est déployée à bon usage, et c'est pour ça qu'en fait on a ces valorisations très fortes, parce qu'on sait effectivement, on voit bien ce qui s'est passé aux États-Unis là depuis quelques années, lorsque on a pu avoir des gains de productivité qui sont extrêmement forts, notamment dans tout ce qui est lié à la finance ou aux services qui peuvent en fait bénéficier de l'IA. Et là, les gains de productivité peuvent être énormes. Donc, je dirais que contrairement à la vague d'Internet des années 2000, ici, on a des vraies conséquences opérationnelles qui vont en effet transformer l'économie en profondeur. Et c'est pour ça que les valorisations sont très fortes. Donc c'est pas non plus un hasard. Donc c'est pour ça que parler de bulle est un petit peu compliqué, même s'il peut y avoir quelques composantes inquiétantes, effectivement, parce que il peut y avoir aussi cette surliquidité qu'on a entretenue avec différents plans d'assouplissement monétaire, et en particulier le dernier avec le Covid. Il peut y avoir encore des poches de surliquidité. Mais néanmoins, dans des activités à forte innovation comme on a aujourd'hui, il est vrai que il est compliqué de savoir a priori quels projets vont être les plus performants, et c'est ce qui donne lieu effectivement à ces valorisations très fortes. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait elles sont complètement déconnectées de ce qui va se passer, étant donné la force en fait de l'IA. Et ce que vous nous dites globalement, si je résume, c'est que bien les géants de l'IA disposent déjà de modèles économiques solides et de perspectives de rentabilité crédibles, finalement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la différence de peut-être de la bulle internet, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a déjà, enfin, on voit bien qu'il y a a des applications, elle génère des revenus, et c'est pour ça qu'en fait, on a de forts multiples sur ces entreprises. Maintenant, il est certain que peut-être que certains modèles finalement seront décevants lorsqu'ils vont délivrer leur futur, leur business model, les revenus liés à ce business model. Mais néanmoins, il y a un potentiel qui est effectivement gigantesque et qu'on voit déjà se déployer. C'est sans doute la différence. Ok, effectivement, cet engouement, on voit se déployer. C'est une très bonne expression. Merci, merci Nathalie. On comprend bien. On va rester sur cette thématique de l'IA. Alors, il y a une chose évidente les États-Unis et la Chine devancent nettement l'Europe. Ceci étant, l'Europe, est mise face à ces contraintes. On les connaît. C'est une énergie très chère, une réglementation archi stricte, la rareté du foncier. Mais ceci étant, on pourrait peut-être le voir de façon plus différente. Est-ce que finalement cette approche
plus réfléchi, axé sur la durabilité, la souveraineté, la flexibilité des centres de données, eh bien, est-ce que ça pourrait pas être rassurant pour les investisseurs qui finalement pourraient choisir in fine le continent européen? Alors, je me permettrai d'être sceptique. Je pense que on a vraiment en fait un problème de timing en Europe. En effet, vous avez énoncé les points positifs sans doute de l'Europe par rapport à ces questions d'IA. Néanmoins, il y a vraiment une course et cette course, elle a été très bien intégrée par la Chine d'ailleurs. Qui effectivement il y a je dirais il y a peut-être même encore 10 ans déposait plein de brevets mais pas forcément de bonne qualité, alors qu'aujourd'hui en fait ils ont bien compris que étant un État très centralisé, leur problème c'est qu'en fait ils sont moins bons pour savoir quel projet est de bonne qualité en fait, hein. C'est l'avantage des États-Unis, c'est que les projets innovants sont déployés par des entreprises privées et dès lors qu'une entreprise privée ne délivre pas ou fait un flop avec le déploiement de son innovation, elle sort du marché. Alors qu'effectivement en Chine, étant donné que c'est très centralisé au niveau de l'organisation même du déploiement de ces innovations, c'est des entreprises qui vont être soutenues par l'État, qui vont être d'ailleurs possédées par l'État. Donc là, on voit qu'il y a effectivement une différence parce que pour l'État chinois, il faut savoir comment en fait on va quand même repérer les canards boiteux, en tout cas les choses qui vont pas marcher. Et ça, ils l'ont compris. Je pense que ça, c'est ce qu'ils ont compris dans les quelques dernières années. C'est au centre d'ailleurs du 35e plan, je crois, qui a été adopté là, il n'y a pas très longtemps, quand ils se sont réunis en novembre, et ils ont compris qu'en fait, il faut absolument qu'ils allient une grande qualité, enfin une forte intensité de R&D au niveau des dépenses, qu'elles soient des dépenses directement de l'État, mais au niveau aussi des entreprises, au sein des entreprises. Et là, on voit que les montants de recherche et développement, en fait, se retrouvent à des niveaux similaires entre les États-Unis et la Chine en termes de R&D au niveau de chacun des pays, puisque là on est à peu près à 800 milliards de chaque côté. La Chine est un petit peu en dessous, mais guère derrière, alors qu'avant elle était un tiers derrière. Enfin, ses dépenses représentaient un tiers celles des États-Unis. Donc on voit bien que eux accélèrent parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'investissements. Et je dirais que c'est là où on pêche en Europe par ce manque en fait de capacité d'investissement, que ce soit au niveau public. Alors on ne parle pas évidemment en France, c'est un sujet puisque nous on est dans nos méandres de gestion du budget, donc on est loin de se dire comment on va utiliser une capacité d'investissement en R&D très forte. Et puis au niveau sinon de mobilisation des capitaux privés. Et c'est ça qui fait notre différence et notre faiblesse vis-à-vis des États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il y a un vrai financement privé de l'innovation, parce qu'on a des venture capitalistes, parce que voilà, alors qu'en France, enfin en Europe, en France en particulier, on n'a pas grand-chose. On a la BPI, mais à nouveau, la BPI n'est pas non plus c'est pas la représentation d'un marché de financement de l'innovation privée. C'est un substitut, c'est un pis-aller, mais c'est encore un modèle entre deux. C'est-à-dire que c'est ni l'État ni le privé. Donc, je dirais qu'en fait, c'est ça, je pense, qui est vraiment la différence fondamentale en fait avec l'Europe, c'est que l'Europe en fait elle traîne. Par rapport au vent d'accélération qu'il y a eu en Chine là récemment. Les États-Unis, voilà, ils sont en tête depuis longtemps, mais là, la Chine, elle va très vite. Elle a une intensité de recherche, même au niveau scientifique, au niveau des doctorants, des programmes de recherche qu'ils ont. Et puis surtout, ils ont une capacité à développer des innovations. Et là, par exemple, je vais revenir sur le cas de la voiture autonome. Et on voit bien que la voiture autonome, en fait, elle pêche en Europe parce qu'on a plein de réglementations qui l'empêchent de vraiment se déployer aussi facilement, alors qu'effectivement, en Chine, pareil, ils ont bien compris et ils sont déjà en train de déployer ce type de technologie et ils permettent en fait les tests. Oui, mais justement, donc Nathalie, vous parlez de canards boiteux. Est-ce qu'on ne pourrait pas supposer qu'intégrer de la durabilité, de la conformité, ça éviterait justement les projets déjà obsolètes, voire trop spéculatifs?
Non, je vois pas très bien comment ça peut aider les deux, puisque de toute façon, c'est le marché qui le juge. Donc, un canard boiteux en termes de projet, on ne le sait que parce que, en fait, finalement, au niveau de l'opérationnalisation de la nouveauté, enfin de l'innovation, en fait, ça marche pas. Donc là, je vois pas en quoi notre protection va pouvoir aider ni l'un ni l'autre, sachant que vous parliez de durabilité, mais les Chinois, en plus, contrairement aux États-Unis, ont non seulement décidé d'accélérer, mais eux, de prendre cette dimension en compte. Très clair. Ok, donc effectivement, donc prendre le temps finalement dans une course totalement effrénée, prendre le temps, on n'est pas sur le lièvre et la tortue. Là, très clairement, la tortue ne passera pas devant le lièvre, a priori. Oui, disons on va sans doute en bénéficier parce on va pouvoir déployer des choses, mais on va pas être moteur. C'est-à-dire qu'on va utiliser effectivement, on va être des utilisateurs à nouveau, comme on a déjà raté sur la première vague. Effectivement, là, on va continuer à être des utilisateurs. Bon, ce qui moi, enfin. Pour être très honnête, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est-à-dire que je suis pas en train de me dire que c'est la fin du monde et que on a perdu la bataille. Non, on sera peut-être des très bons déployeurs d'applications. Il n'y a aucun problème là-dessus. On peut tirer de la valeur de ça. Mais c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, je pense qu'on n'y est pas. Donc la bataille n'est pas totalement perdue, mais il va falloir s'axer sur d'autres pans de cette éventuelle révolution technologique. Nathalie, on va parler Bitcoin maintenant. Le Bitcoin, ça n'échappe pas à personne, est actuellement en plein rebond. C'est un rebond technique, uniquement lié à la volatilité des marchés, ou bien fondamentalement, il y a des annonces, il y a de la matière pour supposer que le Bitcoin a mangé son pain noir et peut repartir de nouveau vers les 100 000 $, pourquoi pas. Alors bon, je ne suis pas, très, voilà, je suis pas la spécialiste de ce qu'il faut acheter demain matin. Je ne vois pas le Bitcoin en tout cas sous cet angle-là, puisque je pense qu'il a des fondamentaux qui restent, voilà, toujours très favorables à sa détention. Il y a des signes quand même intéressants en matière de détention institutionnelle et notamment par des pays qui en fait progressent de plus en plus, hein, puisque vous avez de plus en plus de pays qui vont utiliser comme réserve de diversification. Donc le fait que certains pays le fassent, dernièrement, on a relevé que même la Banque centrale de Suisse avait quelques bitcoins dans ses réserves. Donc, on voit bien que le bitcoin, c'est plus que juste un actif spéculatif, c'est un actif en fait particulier parce que il a cette capacité effectivement à pouvoir être une alternative dans les États en fait où la répression financière est élevée. Donc de ce point de vue-là, il a des caractéristiques qui lui sont très particulières et qui font de sa valeur. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, le fait qu'il ait baissé fortement, ça s'est inscrit effectivement dans la baisse forte aussi des actifs risqués. Donc, on retrouve bien effectivement dans sa détention cette forte composante d'investissement qui fait que quand on a une espèce de vente massive parce que il y a des doutes qui s'installent, eh bien, lui aussi est vendu à ce même titre-là. Mais pour quelqu'un qui pense que le Bitcoin restera pour ses qualités intrinsèques, c'est aussi en effet une opportunité d'en acheter. Donc quand il touche ces seuils assez bas, et d'ailleurs en général les seuils assez bas sont toujours un petit peu plus hauts que le plus bas d'avant. Donc il était resté à 70 000 pendant longtemps, il était monté puis redescendu à 70 000 et ensuite il était revenu à 80. Vous voyez que là effectivement 82, 85 c'était plutôt le point qu'il a touché. Et en effet, pour ceux qui pensent que Bitcoin restera pour ses qualités intrinsèques, c'est toujours un moment de pouvoir en racheter. Mais en effet, pour le reste, vous avez forcément des mouvements de sell-off qui s'inscrivent par rapport dans la même lignée que des titres risqués comparables, puisque là, on a bien vu que c'était en même temps qu'on a réalloué les portefeuilles sur les valeurs tech.
Exactement. Et peut-être une des raisons qui explique le rebond actuel sur les marchés, c'est la quasi-certitude que la Réserve fédérale américaine va poursuivre son assouplissement monétaire lors de sa prochaine réunion des 9 et 10 décembre prochains. Nathalie, comment ça se fait qu'on soit passé à 40% de probabilité de baisse à quasiment, alors là aujourd'hui ce matin on est à 85%, qu'est-ce qui s'est passé en une semaine ? Alors bon, c'est peut-être pas en une semaine, mais disons qu'il y a sans doute des signes aux États-Unis qui montrent que des signes contradictoires, toujours difficiles, mais quand même, vous l'aviez, ça a été évoqué précédemment. Voilà, on a des consommateurs qui doutent en fait de la solidité peut-être à venir de leur, en tout cas, d'avoir un futur à peu près clair. Donc, quand on n'est pas très certain de ce qui va se passer au niveau individuel, on a plutôt tendance à avoir quelques réserves sur son avenir et donc à être moins confiant. Vous avez par ailleurs des tensions inflationnistes qui ne se manifestent pas. Et ça, effectivement, il y avait toujours eu des analyses un peu contrastées sur le risque d'inflation, il ne faut pas l'oublier, puisque en même temps, effectivement, les tarifs sont des sources de potentielle inflation. Mais si jamais effectivement les entreprises qui continuent à importer répercutent dans le prix les hausses de tarifs, mais il ne faut pas oublier que quand on est sur des marchés très concurrentiels, ça peut aussi se matérialiser par des baisses de marge déjà. Et puis, il faut se rappeler que les États-Unis est une zone qui n'est pas très ouverte. En fait, c'est finalement cette partie des importations et ne représente pas tant que ça au niveau de la création de richesses, puisque les États-Unis font partie des zones économiques les plus fermées. Ça représente moins de 10% le commerce international par rapport à la part en fait de la création de richesses au niveau des forces nationales. Donc finalement, c'était ceux qui effectivement disaient que peut-être que ces signes inflationnistes ne seraient peut-être pas si évidents. Eh bien, c'est peut-être que finalement, c'est eux qui ont raison. Écoutez, on va suivre donc tout ça avec attention. On reste sur ce sujet politique monétaire. On va basculer sur celle de l'activité de la Banque centrale européenne qui a publié les minutes de sa dernière réunion. Alors Nathalie, moi je suis complètement perdu. D'un côté, on nous dit attention, le risque d'inflation est encore persistant, mais d'un autre côté, ça y est, on siffle la fin de la partie. La baisse des taux, c'est fini. Nathalie, qu'est-ce qu'on doit comprendre quand à la fois la Banque centrale européenne dit prudence, l'inflation est là et tapis quelque part, donc on va rester un peu vigilant. Mais d'un autre côté, ça y est, la politique de baisse de taux, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que la difficulté de la BCE, c'est que, comme vous savez, elle gère plusieurs pays qui ont des profils, des dynamiques économiques qui sont pas forcément les mêmes. Vous voyez bien qu'il y a des pays comme l'Espagne qui sont très dynamiques. Donc l'Irlande c'est pareil. Finalement, le Portugal est dans la même situation. Effectivement, l'Allemagne, elle, est en cale. La France, c'est un peu moyen. Donc c'est un petit peu compliqué pour elle de ménager en fait cette zone avec des rythmes finalement de croissance économique qui sont différentes. Et effectivement, je pense que là, c'est une belle illustration de cette complexité. Donc effectivement, si on est déjà à des taux qui sont quand même relativement bas, comparé aux États-Unis, donc sans doute qu'elle se dit tout à fait à raison qu'il n'y a pas non plus de nécessité de continuer cette baisse. D'accord, très clair. Donc en fait, en réalité, elle siffle la fin de la partie. Elle nous explique très clairement, ça y est, la politique restrictive, c'est fini. Disons que, pareil, je pense que il n'y a rien de définitif dans les prises de décision, mais disons que par rapport à la situation qu'elle a en face d'elle actuellement, il n'y a pas franchement de raison pour continuer cette baisse des taux, puisque on sait très bien qu'en France, notre problème, c'est pas une baisse des taux, c'est de pouvoir faire des réformes. Et c'est pas la baisse des taux de la BCE qui va magiquement nous donner un budget, une capacité de négociation entre les différents bords des partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Et notre problème, c'est un problème de fond, c'est pas un problème juste de conjoncture.
Alors, il y a eu un petit problème dans Oui, ce que vous je dites. suis désolée, Oui, non, mais justement, c'est très drôle. Alors, c'est un problème de fond, hein, je le rappelle à nos auditeurs, c'est ça qu'il faut comprendre. Et la transition est toute parfaite, Nathalie, avec justement ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, qui en première lecture a adopté la nationalisation d'ArcelorMittal pour sauver 15 000 emplois. Certains responsables politiques disent que eh bien, ce n'est pas une solution, puisque c'est une réponse populiste à un problème structurel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nathalie ? Enfin voilà, clairement, de toute façon, enfin, cette histoire d'ArcelorMittal, ça fait très longtemps. Enfin, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on parle des problèmes de l'acier, des problèmes du fait que, en fait, voilà, ça marche pas. Que d'ailleurs, ArcelorMittal était venu pour essayer de faire en sorte que ce domaine de l'acier était venu reprendre, puisque on était déjà en difficulté. Donc clairement, c'est un secteur sur lequel on a des problèmes de compétitivité. Si effectivement on prend une approche très libre-échange, il est clair que ça fait longtemps qu'on ne devrait plus être dans ce secteur-là. Donc, parce que effectivement, soutenir ce secteur-là, c'est voilà, on va revenir à l'analyse de base sur les avantages comparatifs, mais ça veut dire que si on alloue des ressources dans ce secteur, et ben on se prive d'en allouer dans d'autres secteurs. Donc, je vous rappelle que si on nationalise, ça veut donc dire que l'État français va donc être lui-même actionnaire et va donc participer au financement d'ArcelorMittal, alors que même on vient de clore une discussion sur l'IA avec l'urgence du fait qu'on doit effectivement participer à cette course de l'IA et qu'il faut des financements. Donc, est-ce qu'il faut financer vraiment l'acier ? Je ne suis pas bien certaine que ce soit effectivement notre priorité. On a des priorités vraiment urgentes sur les secteurs d'innovation. Nationaliser, de ce point de vue-là, c'est une hérésie. Le problème semble être plus au niveau de Bruxelles plutôt que d'un problème franco-français. Je le rappelle, le marché européen qui est complètement inondé par l'acier chinois, le dumping chinois, l'acier chinois qui rentre à bas coût sur le marché européen. Donc voilà, il y a des mesures de rétorsion qui ont été mises en place très récemment, des quotas qui ont été relevés. Mais est-ce que c'est suffisant ? Effectivement, je rappelle que le coût, c'est 3 milliards d'euros quand même. Le coût potentiel de cette nationalisation, c'est 3 milliards d'euros. Vous le dites très bien, Nathalie, peut-être qu'il faudrait allouer ces 3 milliards à un secteur d'activité avec un peu plus d'avenir, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est des questions de perspective. Perspective. Écoutez, merci Nathalie pour vos perspectives, merci Nathalie pour votre temps. Nathalie Janson, vous êtes professeure associée d'économie à Nemoa Business School, avec nous régulièrement chez TV Finance et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour que vous continuiez à nous expliquer comment fonctionne le monde et comment il est possible de le comprendre. Je vous souhaite une excellente journée Nathalie, à très bientôt. Nous de notre côté, écoutez, je vous en prie, nous de notre côté on marque une courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 28 novembre. À tout de suite.